Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. À l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école, aujourd'hui, émission spéciale dans le Grand JT. Comment inculquer à nos enfants la culture de l'information et surtout, comment apprendre à bien s'informer. Autant de questions qu'on va poser à nos invités dans quelques instants. Deuxième partie d'émission, toujours dans le cadre de la semaine de la presse, on vous en parlera de la nouvelle application des MJC qui permet de lutter contre les fake news. Enfin, dans sa chronique Vue à l'étranger, Brandon Warrett nous emmènera en Afghanistan où les filles sont toujours privées d'éducation. Brandon qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonsoir Brandon. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On débute ce journal avec la polémique déclenchée au sujet de l'épreuve de SVT du baccalauréat. Alors où en sommes-nous Brandon? Elle faisait partie des 2 épreuves de spécialité sur lesquelles les élèves de terminale ont planché la semaine dernière. Mais de nombreux élèves ont jugé l'épreuve trop difficile et hors programme. Alors on a posé la question au ministère de l'Éducation nationale et c'est une information exclusive pour School TV que l'on vous donne ce soir. Le ministère nous a répondu que les sujets sont élaborés par des commissions composées d'inspecteurs généraux et de professeurs et soumis à un certain nombre de tests avant d'être sélectionnés. Malgré les plaintes des élèves et de certains professeurs, le ministère de l'Éducation nationale reste droit dans ses bottes et affirme qu'il n'y aura pas d'annulation de l'épreuve et que le sujet est conforme au programme. Toujours est-il que l'association des professeurs de biologie et de géologie, l'APBG, a lancé une enquête. On vous tiendra au courant, bien sûr, de la suite de cette enquête. 150 créateurs de contenu ont lancé un appel aux députés dans une tribune signée dans le journal du dimanche. Mais depuis hier, l'affaire tourne au fiasco. Les influenceurs ont répondu à une proposition de loi à examiner cette semaine à l'Assemblée portée par le député de la NUPES, Arthur Delaporte. Ne cassez pas le modèle vertueux que nous construisons aux 4 coins de la France, avec et pour les Français. Comprenez-le, protégez-le, faites-le grandir, clament les influenceurs dans cette tribune. Mais certains ont fait marche arrière, comme la star Squeezie aux 40 millions d'abonnés sur ses différents réseaux sociaux, qui se désolidarisent de cette tribune, affirmant l'avoir signée sans l'avoir lue. Également pour volte-face pour le youtubeur Seb Lafrite aux 5 millions d'abonnés sur YouTube qui s'est expliqué hier au micro de France Inter. C'est le bazar parce que on sait pas trop. Je pense que tout le monde se l'est mangé aussi. Parce que on a tous globalement signé un truc avec 2-3 échanges WhatsApp, ce qui est genre la honte pour nous parce qu'on passe un peu tous pour des cons, ce qui est un peu le cas parce qu'on est vraiment cons d'avoir agi comme ça. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a présenté vendredi une batterie de mesures pour mettre de l'ordre, je cite, dans un Far West numérique. Il veut soumettre les 150 000 influenceurs français aux mêmes règles publicitaires que les médias traditionnels. Si la proposition de loi est adoptée, la France serait la première nation en Europe à instaurer une réglementation pour le secteur de l'influence. Plusieurs parents d'élèves ont porté plainte contre l'éducation nationale. En cause, un enfant de 8 ans qui fait vivre un enfer à ses camarades. Ça se passe à la Celle-Saint-Cloud, dans une école élémentaire. Un élève de CE1 atteint d'hyperactivité perturbe sa classe depuis la rentrée jusqu'à s'en prendre physiquement à ses camarades. Sans réponse concrète de l'établissement, les parents d'élèves ont décidé de saisir la justice. Au moins 5 plaintes et une main courante ont été déposées contre l'éducation nationale pour non-assistance à personne en danger par personne morale. Le parquet de Versailles s'est saisi du dossier et étudie les plaintes pour déterminer si la qualification pénale peut être retenue. La mère du petit garçon a dénoncé quant à elle un acharnement à l'encontre de son fils et a à son tour porté plainte contre un éducateur et un autre élève de l'école. Dans une tribune au Monde cette fois-ci, de nombreux artistes ont lancé un appel au président de la République contre la suppression des lycées artistiques. Jamel Debbouze, Cédric Lapiche, Gauthier Capuçon, Jul, Ibrahim Malouf, Jean-François Ziguel ou encore Thomas Bangalter des Daft Punk. 250 artistes s'engagent pour défendre ces établissements du secondaire menacés de fermeture à la rentrée prochaine. Acteurs du monde de la culture, nous demandons de reconnaître le caractère singulier des études artistiques. 7 lycées parisiens sont sous la menace d'une fermeture alors qu'ils sont plus que 20 à proposer en France des doubles cursus. La France a-t-elle décidé de faire des économies sur le dos de la jeunesse ?
La France a-t-elle décidé de renoncer à son rayonnement culturel? Demandent les artistes dans cette tribune. Reste à savoir si le président de la République sera sensible ou non à cet appel de la dernière chance. On l'espère, effectivement. Enfin, on termine ce journal par une page internationale. Hier, les États-Unis ont été plongés dans l'horreur une nouvelle fois après une fusillade dans une école. Le drame s'est produit dans une école élémentaire, une école primaire de Nashville, dans l'État du Tennessee, au sud des États-Unis. Et le bilan est très lourd. Au moins 3 enfants et 3 adultes ont été tués au cours de la fusillade. L'assaillante de 28 ans a rapidement été abattue selon la police. Elle était armée d'au moins 2 fusils d'assaut semi-automatiques et un pistolet lorsqu'elle s'est introduite dans l'établissement chrétien privé. Selon la police de Nashville, l'assaillante était une ancienne élève de l'école. Les perquisitions menées à son domicile ont permis de mettre la main sur un plan de l'établissement. C'est juste répugnant, cela déchire l'âme même de notre nation, a réagi le président américain Joe Biden à la Maison-Blanche, saluant la réactivité de la police. Il a appelé à nouveau le Congrès à promulguer une législation sur le contrôle des armes les armes à feu. Il est temps que nous fassions encore des progrès, a-t-il ajouté hier soir. Et on rappelle, 2 enfants morts, plus effectivement l'assaillante, ainsi que 3 adultes dans cette tuerie. Merci beaucoup, Brandon. Alors, comment apprendre à bien s'informer, à savoir faire le tri entre l'info et l'intox? C'est justement notre question du jour, à l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Marie-Caroline Messire. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous à nouveau sur ce plateau. Vous êtes la directrice générale du réseau Canopé. Et face à vous, je suis ravie d'accueillir Malicia Mevankam. Bonjour. Bonjour Virginie, bonjour Marie-Caroline. Ravie de vous accueillir également. Vous êtes directrice éditoriale chez Milan Presse, qui édite donc des magazines dédiés aux enfants, à la jeunesse. À l'occasion de cette semaine de la presse et des médias dans l'école, vous êtes pleinement mobilisée, alors évidemment vous pour le réseau Canopé, mais aussi chez Milan Presse, Malicia Mevankam. Alors vous proposez 3 émissions différentes, une visite de vos rédactions pour les élèves. Avant de pouvoir évidemment s'informer, il faut pouvoir comprendre justement comment on crée l'information. Et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Oui, tout à fait. C'est très important pour nous, ces webinaires, pour vraiment expliquer aux enfants comment on fait un magazine, comment on fait un jour une actu, par exemple, qui est ce magazine que vous avez sous les yeux. Nous l'avons tiré en 20 000 exemplaires et donc il a été distribué pour la semaine de la presse à l'école à plusieurs établissements. Et donc, ça nous permet vraiment d'expliquer aux enfants comment on fait un magazine. Sur ce numéro spécial, on explique aussi comment les journalistes sont formés par l'armée de terre à couvrir des conflits. Et donc, la guerre en Ukraine, par exemple. Donc ça, c'est vraiment important pour nous de montrer qu'il y a des règles à respecter quand on est journaliste, à la fois pour couvrir évidemment des zones de conflit, mais aussi pour rédiger un article. Donc, à travers nos 3 émissions, on a des émissions qui sont pour le cycle 3, CM1, CM2, 6e. Donc là, on va expliquer comment on fait un magazine. On va aussi interviewer Dorothée Oliéric, qui est grand reporter à France Télévisions et qui couvre la guerre en Ukraine. On a choisi de se centrer sur le reportage de guerre car, évidemment, la semaine de la presse à l'école, cette année, est sur le thème « L'info sur tous les fronts ». Et puis, jeudi, si les enseignants nous regardent, ils pourront aussi participer avec leurs élèves au collège à une émission qui est consacrée à c'est quoi le métier de journaliste youtubeur, où là, nous invitons Valentine Delattre, qui est youtubeuse pour notre chaîne YouTube Info au Mytho et qui est également journaliste scientifique et qui pourra expliquer aux enfants comment être à la fois journaliste et youtubeur. Donc, en effet, nous sommes très mobilisés. Et puis c'est une façon aussi d'intéresser davantage les élèves au sujet en parlant justement de cette actualité du moment. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine, pour tout le monde, les enfants, les élèves, peu importe l'âge, savent qu'elle existe, on en parle, ils ne peuvent pas passer à côté de cette information, mais en revanche, la décrypter, la décoder, effectivement, parler du côté russe et du côté ukrainien, tout d'un coup, les élèves se sentent forcément concernés, j'imagine. Oui, alors ils se sentent très concernés par ce sujet. Je reçois énormément de questions sur ma boîte mail là-dessus. Pourquoi il y a la guerre? Comment arrêter la guerre? Pourquoi Poutine
continue à faire la guerre, c'est qui Poutine, hein. Donc il faut donner tous ces éléments de contexte parce qu'on est face à des élèves qui ont entre 8 et 14 ans, hein. Donc ils n'ont pas tous le même contenu de savoir, bien sûr, pour faire face à l'information et puis pour répondre à leurs questionnements. Et donc, c'est des questions aussi qui suscitent beaucoup d'anxiété chez eux. Donc, les enjeux pour nous sont à la fois de donner des contenus de savoir avec du vocabulaire adapté. Pour ça, on travaille avec des conseillers pédagogiques. On va dans les classes pour vérifier que toutes les informations qu'on délivre sont bien sûr intelligibles. Mais on va également, si vous voulez, faire du journalisme qui est de solutions, qui va porter un message d'espoir aussi. Donc, on va interviewer des témoins qui vont être dans l'action, qui vont agir sur le terrain et qui vont pouvoir délivrer des messages d'espoir dans des situations qui sont souvent anxiogènes. Donc, pour nous, ce qui est très important, c'est à la fois l'usage d'un vocabulaire adapté, mettre l'information à hauteur d'enfant et à la fois ne pas ajouter du drame au drame en donnant souvent des clés d'espoir avec des témoignages, par exemple, de petits Ukrainiens qui sont en France aujourd'hui ou d'adultes pour qui ça se passe bien en Ukraine. Voilà. Je disais, c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école. Les médias, donc les médias sont très divers, mais aussi, évidemment, on pense aux réseaux sociaux, qui sont de vrais médias à part entière aujourd'hui. Marie-Caroline Messier, vous êtes directrice générale de Canopé. Vous avez publié d'ailleurs chez Canopé « Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur ». C'est Béatrice Camérer qui l'a écrit. C'est très intéressant de comprendre effectivement comment les ados, la jeunesse, mais même aussi nous d'ailleurs, parce qu'on n'est pas les dernières, à s'informer sur Internet et les réseaux sociaux. C'est très particulier comme démarche. Oui, alors évidemment, on ne peut pas aujourd'hui concevoir la semaine de la presse et des médias à l'école sans s'intéresser à la prégnance des réseaux sociaux dans l'univers, dans le quotidien des jeunes et des enfants. C'est un sujet majeur, c'est un sujet aussi pour nous, parents, et donc c'est bien pour cela que à Réseau Canopé, nous avons décidé avec notre service spécialisé dans l'éducation média, le Clémy, qui pilote et coordonne avec le ministère la semaine de la presse et des médias à l'école. Je salue l'engagement exceptionnel de cette équipe. Oui. Donc nous publions cet ouvrage parce qu'il nous a semblé qu'il manquait peut-être dans la tonalité actuelle et justement au regard de ce que vous venez de dire et ce qu'a souligné ma collègue sur le besoin d'information des jeunes, peut-être un ouvrage pour les parents, pour les rassurer, pour leur dire que les réseaux sociaux aujourd'hui sont dans notre réalité de parents, sont dans la réalité des jeunes, comment s'en emparer, comment en faire un sujet aussi éducatif, un sujet de dialogue avec son enfant, avec les adolescents, dans une démarche très pratique, très concrète, et en sondant un certain nombre d'experts, de chercheurs, pour mettre en perspective ce sujet et avoir des clés pour, je dirais, dominer aussi ce sujet qui nous dépasse, qui nous fait peur aussi en tant que parents, en tant qu'éducateurs. Donc c'est vraiment un ouvrage à mettre entre toutes les mains des éducateurs et des parents. Oui, même se l'offrir entre parents finalement, parce que effectivement, c'est 10 principes pour réguler son usage des réseaux sociaux, c'est les bonnes idées, c'est aussi comprendre effectivement dans quel monde on vit, quelle est l'ère numérique, parce qu'on aurait pu comparer, par exemple, avant que les radios existent, peut-être que tout simplement la pluralité de l'information qui pouvait peut-être être plus restreinte à l'époque, il y a 3 générations, a fait peur à certains quand ça a explosé, et pour autant maintenant, ça paraît très naturel. Eh bien, peut-être que c'est la même chose qui s'opère aujourd'hui, finalement. L'information est partout, accessible immédiatement et tout de suite. Et ça peut faire peur à ceux qui, justement, n'ont pas les méthodes pour pouvoir la comprendre, la définir, l'observer. Oui, absolument. C'est vraiment une visée pédagogique. Et je rappelle le thème de la semaine de la presse et des médias qui fait écho à ce que vous venez de dire. L'info sur tous les fronts. L'info est aussi sur le front des réseaux sociaux, de cette très grande horizontalité qu'elle amène et du devoir qu'on a en tant qu'éducateur au sens large, en tant que parent, en tant que passeur aussi, de mettre à distance, de donner les moyens aux enfants, aux jeunes d'être libres aussi par rapport à ces réseaux sociaux, de connaître leur fonctionnement, de mettre à distance aussi des informations qui peuvent être fausses. La grande différence par rapport aux radios, aux méthodes ou en tout cas aux supports traditionnels
traditionnelle d'information, c'est que là, sur les réseaux sociaux, il y a une forme de très grande horizontalité. Tout est sur le même plan. Le contenu proposé par un influenceur qui cherche à commercialiser tel ou tel produit et une information vérifiée et qui fait l'objet d'une diffusion sur un réseau social par un média. Donc comment faire la différence ? Comment évidemment avoir un usage éclairé de ces réseaux sociaux? C'est vraiment l'approche qu'on a décidé d'avoir, mais en sortant des discours moralisateurs ou culpabilisants, vraiment en donnant des clés et en faisant aussi un discours éducatif. Oui, parce que c'est là que tout se joue finalement. Certains adolescents, ou même d'ailleurs adultes, disent oui, mais enfin bon, certains journalistes se trompent, donnent pas forcément toujours les bonnes informations. Ce qui effectivement a pu arriver, et ce qui est vrai, c'est pas forcément volontaire, mais il y a eu des manquements. Et donc on peut se dire qu'aujourd'hui, est-ce que finalement les réseaux sociaux ne seraient pas aussi une bonne source d'information? Comment aider les parents, les éducateurs, les formateurs, les enseignants, justement à expliquer bien que cette horizontalité dont vous parlez, c'est la clé de la compréhension de ce qu'est l'information ou la désinformation? Oui, alors je crois que la désinformation, il faut le redire, ce n'est pas un sujet qui concerne uniquement les jeunes. C'est un sujet malheureusement beaucoup plus large, une préoccupation démocratique très importante. Donc je pense qu'il faut aussi mettre ça en regard et de ce que nous disent les jeunes aujourd'hui, qui nous disent aussi, regardez, avec les réseaux sociaux, on peut aussi se mobiliser, c'est aussi des outils démocratiques, mais c'est vraiment aujourd'hui un sujet qu'on doit mettre à distance à travers le savoir, à travers la connaissance, à travers l'acte éducatif. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à donner les clés aux enfants, aux futurs citoyens, pour bien s'informer. Et c'est tout l'enjeu de la semaine de la presse et des médias à l'école, qui dure toute l'année, je le rappelle. Oui, c'est ça, finalement, être journaliste, alors certes, c'est un métier, mais si finalement, une matière à part entière qu'on devrait avoir à l'école, finalement, toujours, c'est avoir à décrypter l'information quotidienne, quelle qu'elle soit, dans la rue, dans les médias, à la maison, toute information qui est racontée, expliquée et générée. Et finalement, peut-être c'est la culture de départ qui prévaut. La culture numérique, la culture des médias, mais est-ce que l'éducation aux médias, l'information doit faire l'objet d'une discipline à part entière? Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, y a répondu en disant aujourd'hui, c'est une discipline finalement qu'on retrouve dans beaucoup de matières enseignées à l'école, que ce soit l'histoire-géographie, que ce soit les sciences. On peut faire de l'éducation aux médias et on en fait aujourd'hui absolument dans toutes les disciplines. Les professeurs documentalistes sont les premiers concernés. Ils portent des actions d'éducation média toute l'année. Donc je pense que, encore une fois, l'école ne peut pas répondre à toutes les demandes de la société en créant une nouvelle discipline ou en chargeant les programmes. En revanche, la prise de conscience, et c'est notre rôle à Réseau Canopé et au Clémy, l'intégration dans des ressources éducatives, dans des ouvrages comme celui que vous avez entre les mains, dans des temps forts qu'on organise, dans des temps de formation qu'on propose aux enseignants, c'est cela qui va permettre des approches interdisciplinaires et surtout des approches par projet. Les jeunes, les élèves ont besoin de faire des projets pour s'emparer de ces sujets. Ils nous le disent sur des questions comme la transition écologique et ils le disent aussi depuis longtemps parce que vous le savez, le Clémy fête ses 40 ans cette année, donc ils nous le disent en faisant des projets autour de l'éducation aux médias, à l'information, de la radio, créer des journaux, faire leurs reportages et évidemment aussi créer leur contenu sur les réseaux sociaux. Et ils font un travail remarquable, on peut les saluer aujourd'hui, on en profite. Alors Malicia Mevankat, vous disiez, vous parliez des émissions que vous proposez justement en fonction des âges, que ce soit dans le primaire, collège ou au lycée. Vous parliez au collège justement de cette émission que vous proposez, c'est quoi le métier de journaliste youtubeur? Donc en fait, on disait aussi, certes, il faut faire attention à cette information et désinformation, mais aussi il ne faut pas faire de généralité, parce qu'on trouve des pépites aussi sur les réseaux. On trouve des pépites sur YouTube. Oui, tout à fait. Il y a plein de pépites et les ados sont sur YouTube, donc il faut y être aussi. En fait, on a fait une enquête récemment auprès des ados de 13 à 17 ans et ils disent bien que leur format préféré pour s'informer à 84%, c'est la vidéo. Et puis donc YouTube arrive en 4e position. Ils sont 64% à s'informer par les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un vecteur d'information qui est
très, très important et où les ados vont trouver vraiment une mine d'informations, que ça soit pour réviser le brevet, pour réviser le bac, plein de choses. Donc c'est pour ça que nous, chez Milan Presse, on s'est dit en tant que média, il fallait qu'on investisse aussi ce créneau. Donc depuis 2 ans, on a lancé une chaîne d'esprit critique pour les adolescents, qui est, on va dire, qui a déjà, 460 000 abonnés, donc il y a un bon succès en 2 ans et qui, permet de décrypter l'actualité à la fois, en décryptant, en débunkant des grandes théories du complot, comme par exemple les Illuminati ou, on n'a jamais marché sur la Lune. Donc ça, c'est des vidéos qui marchent très, très bien, qui sont bien faites et qu'on a demandé, également à Valentine Delattre, hein, qui sera en webinaire, jeudi avec nous. On a aussi travaillé avec un illusionniste, parce que la magie marche très bien sur YouTube, qui est Luc Langevin, qui est un Québécois et qui, parle aux adolescents des biais cognitifs. Par exemple, le biais de confirmation, qui est, le fait de souvent aller chercher une information qui va dans notre manière de penser. Donc on peut trouver, d'excellents contenus sur YouTube et c'est pour ça que nous, en tant que médias chez Milan Presse, on a décidé d'investir ce champ sans faire du jeunisme, et en travaillant différemment nos modes de traitement journalistique. De vulgarisation. C'est aussi ça qu'on trouve et qu'on trouvait peut-être un peu moins avant. Alors, beaucoup, effectivement, de magazines jeunesse le faisaient, mais c'était réservé aux enfants, alors que moi-même, concernée, 45 ans, j'aime bien tout d'un coup me plonger dans des vidéos que l'on retrouve sur Internet et qui, justement, vulgarisent des sujets qui ne sont pas forcément proches de moi. Oui, c'est une culture de l'image extrêmement intéressante et qui est pas nouvelle. Mais je pense que ce qu'il faut peut-être retenir de l'intervention de ma collègue, c'est qu'il est très important d'écouter les jeunes, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire sur leurs usages informationnels. Et je crois que c'est ce curseur-là qu'il faut qu'on adopte aujourd'hui face à l'explosion et l'accélération du monde numérique. On n'a pas parlé de l'intelligence artificielle, vous en parlez régulièrement dans vos émissions, et la manière dont les jeunes sont impactés aussi par ces révolutions technologiques successives. Ne cherchons pas à imposer des modèles, mais questionnons-nous avec eux et donnons-leur les clés pour bien se questionner. Je pense que se poser les bonnes questions, c'est un réflexe de journaliste, mais c'est aussi un réflexe pour être un citoyen bien informé. Mais alors, se poser les bonnes questions, évidemment, c'est la chose qu'on se dit aujourd'hui ici tous les trois parce qu'on s'est penchés sur le sujet. Si on en revient finalement à la famille, puis à l'école. D'abord à la famille, au sein même de la maison. Comment fait-on pour donner les clés, si ce n'est en lisant ce fameux petit bouquin et en écoutant l'une et l'autre effectivement ce que vous avez à nous dire, mais comment fait-on pour éduquer aussi les parents, justement, à cette logique de désinformation et d'information, si je puis dire, dans le meilleur des cas? C'est tout l'objet de l'ouvrage de Béatrice Camerer aux éditions Canopée Le Clémy. Mais je crois que le plus important, et c'est ce qu'elle explique très bien, c'est le dialogue. C'est parler avec son enfant de son usage du numérique et donc pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, des réseaux sociaux par exemple. Je crois que cet échange, ce dialogue est absolument central pour en faire aussi un objet éducatif et du coup orienter l'enfant sur un usage plus raisonné, parler de ce qu'il a vu, parler évidemment de ce qui a pu aussi le choquer. Attention, c'est aussi une dimension très forte. Je crois que laisser l'enfant seul face à un usage face aux images irraisonné, non décrypté, un afflux informationnel, ça c'est vraiment quelque chose qui peut être inquiétant ou dangereux, mais en revanche parler, échanger, je crois que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux parents. Il y a évidemment beaucoup de conseils aussi sur le contrôle parental. Je pense que tous les parents d'ados qui nous écoutent sauront de quoi je parle. Alors comment utiliser le contrôle parental, que faire face à un ado qui a découvert les codes de votre contrôle parental et qui le détourne, ne pas être forcément culpabilisé par rapport à des parents qui, eux, ont des enfants qui ne font que lire et faire du sport quand vos enfants sont peut-être un peu plus sur les réseaux. Bref, des choses extrêmement concrètes. Concernantes. Voilà. Et on est tous concernés. Tous les parents qui nous regardent s'y retrouveront, mais effectivement, le dialogue, l'échange, ne pas laisser son enfant seul
face à ces images, à ces réseaux. Je crois que c'est absolument capital. Et puis, bien sûr, en faire aussi un objet éducatif avec ce prolongement dans la classe, comme on peut le trouver, comme l'illustrait très bien ma collègue de Milan, au cours de cette semaine, dans des actions éducatives dans la classe. Alors justement, c'est parfait, vous me donnez l'occasion d'en parler, de ce qui se passe à l'école, dans la classe. Le dialogue, c'est essentiel, on le sait. Malicia Mevancan, quand on se retrouve donc face à une classe, un professeur, vous avez dû en discuter pas mal avec eux, c'est assez difficile quand on parle par exemple de cette guerre en Ukraine, exemple que vous évoquiez tout à l'heure, lorsqu'on parle de Vladimir Poutine ou des autres acteurs de cette situation. Comment faire quand on est professeur pour ne pas donner son opinion, ne pas prendre part et avoir ce rôle tout simplement de neutralité et d'échange effectivement et de dialogue pour pouvoir faire émerger aussi toutes les pensées, les réflexions et les questions que se posent nos jeunes. En fait, ces enseignants doivent faire un travail journalistique, hein, c'est-à-dire comme nous, mettre à distance, travailler les faits, être réaliste et donc vraiment étudier, mettre en relation les savoirs donc, qui sont au programme scolaire, comme l'histoire géo, par exemple, et ce qui se passe dans l'actu aujourd'hui avec l'Ukraine, ou mettre en relation évidemment les sciences, par exemple, avec le changement climatique. Donc tout ça, c'est des enjeux d'actualité qui sont très fortes, mais si l'enseignant arrive à mettre du sens, à faire le lien entre les contenus de savoir, le programme scolaire et ce qui se passe dans l'actualité, ce que voit l'enfant autour de lui, ce que l'enfant entend à la radio, voit à la télévision par ses parents ou voit sur les réseaux sociaux, déjà ça sera une grande réussite. Et donc l'enseignant, je pense que pour lui, c'est pas très difficile finalement d'être impartial. Il a simplement à prendre les faits comme nous le faisons. Par contre, ce qu'il peut tirer du journalisme, et j'échange souvent avec des enseignants là-dessus, c'est tout ce qui est levier motivationnel. Comment motiver les enfants à apprendre et comment leur permettre de faire le lien avec l'actualité. Et donc ça, je leur explique souvent, c'est par le visuel, par des belles images, c'est par de la data, c'est par donc des données, c'est par des cartes, hein, c'est par aussi de l'humour finalement. Donc des dessins de presse qui sont très concrets, qui vont permettre de mettre à distance l'actualité et de la traiter avec un peu plus d'humour quand c'est possible. Donc toutes ces ficelles journalistiques peuvent être utilisées. Pardon de vous couper, Malicia Mevancan, mais c'est vrai que les dessins de presse, vous donnez cet exemple-là, c'est toujours un peu compliqué car chacun a ses points de vue et on l'a vu, même pour des cours d'histoire, il est compliqué par moment de pouvoir enseigner certaines périodes de l'histoire pour beaucoup d'enseignants. Donc on voit bien qu'il y a aussi une tension générale de la société qui s'opère. Alors c'est peut-être effectivement un peu surexagéré par certains médias, mais enfin c'est quand même une réalité que l'on voit et les dessins de presse peuvent être mal pris aussi. Comment faire pour justement à la fois éduquer aux médias, tout en restant dans une pluralité de la pensée, sans être... Allez-y, vous voulez répondre, Marie-Caroline Massier ? Simplement quelques minutes, mais c'est précisément la mission du Clémy et du ministère de l'Éducation nationale de former les enseignants, de former l'ensemble des formateurs, par exemple, à aborder la caricature de presse dans des contextes parfois difficiles, vous l'avez souligné, mais donner des outils. C'est vraiment la formation et c'est le cœur de notre mission à Canopée et au Clémy d'apporter des ressources, des supports et puis de la réassurance aux enseignants dans des contextes parfois difficiles, vous l'avez dit. Ils le font quand ces formations, elles ont lieu... Alors, pour vous donner un seul chiffre, l'an dernier, c'est des formations qui sont disponibles toute l'année. Pour Canopée et le Clémy, on a formé 212 000 enseignants l'année dernière en présentiel, sur le terrain, avec un formateur. Donc, c'est des formations qui sont disponibles tout au long de l'année, qui sont ouvertes à tous les enseignants. Mais il faut le redire, il y a des formations et le ministère de l'Éducation nationale est aux côtés des enseignants pour répondre à ces questions complexes. Dernière question à toutes les deux. Tout d'abord à Malicia Mevancan, par rapport effectivement aux chaînes d'opinion dont on parle aujourd'hui à la télévision, mais surtout sur les réseaux sociaux. On voit effectivement beaucoup de choses qui sont intéressantes à retrouver, des journalistes, grands reporters, youtubeurs, mais aussi ceux qui donnent leur avis en permanence et qui donc créent, à défaut ou pas, à tort ou pas, justement de l'information ou de la désinformation. Qu'en
est-il pour pouvoir faire le tri? Quelles sont les meilleures questions à se poser et recettes, si je puis dire, à donner aux parents et aux professeurs? C'est une colle. Comment faire le tri? En fait, moi, je dirais plutôt, je prêche pour ma paroisse, hein, mais en fait, j'inviterais vraiment, les parents et les enseignants, et c'est ce qu'ils font déjà, et on a des commentaires qui sont très très élogieux, d'amener les enfants et les adolescents à pratiquer la presse jeunesse, qui est un peu le parent pauvre des fois de la presse en général, et c'est bien dommage parce que toutes les réflexions qu'on se fait d'éducation aux médias, c'est vrai qu'un enseignant qui va, utiliser, j'ai Un jour une actu sous la main, hein, ou d'autres titres de Milan ou de Bayard ou de Fleurus, enfin, de Playback de tous les collègues, hein, finalement, c'est déjà des contenus qui sont digérés, problématisés. On va trier toutes les informations, on va adapter nos dessins de presse spécialement pour, la tranche d'âge. Donc je dirais aux parents et aux enseignants qu'on est à leur côté, qu'on est coéducateurs et qu'on est là pour eux, pour leurs enfants, et donc je leur dirais d'utiliser tout simplement nos ressources finalement. Mais c'est vrai qu'on pousse quand même, hein, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux se poussent eux-mêmes ou sont poussés à justement prendre parti, à avoir des opinions, à se distinguer pour pouvoir avoir plus de followers, pour pouvoir être davantage donc suivi et mieux se faire connaître. Donc c'est peut-être cette chose-là sur laquelle il faut faire très attention. Absolument. Et puis, effectivement, on est dans une ère où l'émotion, et c'est ça qui est valorisé sur les réseaux sociaux. On va liker une information parce qu'elle procure une émotion positive, négative. Et c'est ça que les influenceurs ou toutes sortes d'intervenants sur les réseaux sociaux vont chercher à provoquer chez leur public. Donc on est dans un rapport informationnel qui n'est pas celui de c'est vrai ou c'est faux, c'est une information avérée, c'est une information qui n'est pas subjectif. avérée. C'est au contraire une information qui va provoquer l'émotion. Donc c'est pour cela qu'il faut à la fois travailler avec les élèves sur qu'est-ce qu'est une information vérifiée, quelle est la source, comment je la trouve, qui parle, pourquoi il parle, dans quel contexte, décrypter les images. Et là encore, il y a des fausses images créées par des intelligences artificielles. Il faut quand même aussi se préparer et se former à ces évolutions. Et puis aussi distinguer effectivement les mécaniques des réseaux sociaux, les connaître, les algorithmes, le savoir, encore une fois, le savoir numérique, pour mettre à distance et être capable de s'informer avec ces outils qui sont maintenant dans notre quotidien. C'est vrai que beaucoup de journalistes qui sont étudiants encore ne savent même pas ce que c'est que l'AFP. J'ai su ça, alors je ne sais pas si le chiffre est vrai, mais enfin, ils disaient qu'un sur deux ne savait pas. Bon, c'est ce qui prouve encore. Voilà, il prouve quand même que bon, il y a un vrai travail à faire encore sur le problème de la source. Absolument. Et ne parlons pas de tous ceux qui effectivement se disent journalistes sur les réseaux sociaux uniquement et qui donc n'ont pas de source. Donc tout ça est fort intéressant. Merci mille fois à vous deux d'avoir été en plateau et de loin, mais de Toulouse, mais si proche finalement. À vous, Malicia Mevancan, directrice éditoriale chez Milan Presse. Vous éditez des magazines dédiés aux enfants, enfin aux jeunes de manière générale. Et à vous, Marie-Caroline Missière, d'avoir été aussi avec nous, directrice générale de Canopée. Je rappelle que ce livre, évidemment, est disponible et à acheter immédiatement. Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur. Écrit par Béatrice Camérer. Voilà, c'est Clémy et Canopée qui l'ont édité spécialement pour vous. On peut dire le prix ou pas? 18,90. Allez, dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies, exactement. Ça se lit très vite et c'est vachement intéressant. C'est bien fait, c'est malin et ça n'est pas là pour vous embêter ou pour vous faire la morale. Non, au contraire, c'est pour vous donner les clés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Virginie. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Patrick Chenu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général des MJC. Tout le monde connaît les MJC, la maison de la culture, enfin des jeunes et de la culture. Nous sommes ravis de découvrir avec vous, à l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école, l'application des Infox, une application gratuite pour sensibiliser et éduquer à la fiabilité des médias. Avant de parler de cette application, je veux reparler, et on le disait juste avant, comme ça, discrètement, avant l'interview, les MJC, c'est génial. C'est un réseau qui existe depuis combien de temps ?
Les MJC sont nés de la République des Jeunes en 1944, donc vous voyez que c'est un petit peu ancien. L'idée était de comment est-ce que nous allons pouvoir éduquer la jeunesse à la sortie de la guerre, à la libération, comment est-ce qu'on va pouvoir émanciper cette jeunesse. Et on poursuit le travail, quasiment 80 ans après, avec peut-être une singularité pour un réseau qui est implanté partout en France métropolitaine. C'est 1000 associations locales aujourd'hui, les maisons des jeunes et de la culture, organisées en 15 réseaux régionaux, et qui ont toutes pour commun, je dirais, d'être des lieux d'apprentissage de la citoyenneté par la pratique. C'est-à-dire qu'on va dire que dans la MJC, on ne va pas vous faire une sorte de catéchisme républicain de ce qu'est la République, de ce qu'est la citoyenneté. Parce que ça ne marche pas ensemble en plus, Voilà, on est dans une république laïque. Là. on va vous le faire plutôt de manière concrète, en vous impliquant progressivement dans la vie de l'association, en développant des actions et en impliquant les gens dans le portage de ces actions jusqu'à l'accès aux responsabilités, parce qu'on est vraiment dans une logique émancipatrice. Donc ce qui nous intéresse aussi bien pour les jeunes que pour les adultes, c'est de les mettre en responsabilité dans le portage de projets locaux. Donc à partir du moment où on veut travailler à ce que les jeunes et les adultes deviennent des citoyennes et des citoyens actifs d'une communauté vivante, c'est ce que disent nos statuts, forcément la question de la pratique démocratique est essentielle, et la question du développement de l'esprit critique l'est tout autant. Et surtout de la culture, parce que finalement ça va pas, l'un ne va pas sans l'autre finalement. Citoyenneté et culture. Expliquez-moi, parce que c'est ça qui est important à comprendre pour les jeunes, c'est que plus on est cultivé, plus on apprend, plus on s'ouvre au monde, et plus finalement on a des prédispositions pour devenir citoyen. Complètement. Donc c'est vrai que les MJC sont connus pour être avant tout des lieux de pratique, des lieux d'échange où on va à la fois apprendre des pratiques culturelles, mais aussi des pratiques sportives. Les deux existent dans nos structures. Ça peut être des salles de concert, ça peut être des cinémas à réessais, ça peut être des écoles de musique, des espaces où on apprend le théâtre. C'est l'accès à la culture gratuite surtout. Voilà. Et on s'ouvre à l'autre. Ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment l'élément qui est important. On découvre d'autres pratiques. Et comme je vous le dis, on y a prise sur ces pratiques. C'est-à-dire qu'on est directement impliqué dans leur organisation. C'est aussi ça. Et enfin, l'autre élément qui est important, peut-être par rapport à d'autres réseaux de jeunesse, d'éducation populaire, c'est que nous, on considère que quand on est jeune, on ne s'éduque pas tout seul. On s'éduque aussi au contact des adultes. Donc nous sommes des lieux intergénérationnels. On s'adresse aussi bien aux enfants, aux jeunes, qu'aux adultes et qu'aux seniors. Donc on brasse un peu l'ensemble de la population dans une association Maison des jeunes et la culture. Et est-ce que les nouvelles technologies ont eu un impact justement sur l'évolution de ces missions avec les jeunes ? Complètement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, nous sommes toujours des lieux d'accès à Internet, d'accompagnement pour combler ce qu'on appelait à une époque la fracture numérique, qui malheureusement existe toujours. Nous avons des animatrices et des animateurs qui forment à l'usage des technologies d'information et de la communication. On a des conseillers numériques aujourd'hui, par exemple, dans les MJC. Et ça a aussi modifié les pratiques. C'est-à-dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on intègre ces technologies dans la pratique ? Vous n'allez pas organiser un apprentissage de la musique de la même matière aujourd'hui que vous le faisiez il y a 15 ans, avant l'irruption du tout numérique. Donc vous allez utiliser aussi les supports, vous allez utiliser des vidéos, vous allez... etc. quoi. Alors parlons bien, l'application Desinfox, DES-Infox, c'est une application gratuite pour sensibiliser et éduquer à la fiabilité des médias. Je le disais, on est dans la semaine de la presse et des médias dans l'école, ça tombe bien, elle devrait d'ailleurs être tout le temps, cette fameuse semaine, pour que chacun puisse se former à l'information et la désinformation. Alors on connaît justement l'info, on connaît l'info, la désintox, l'intox, on connaît aussi. Ça existe. Mais alors, les désinfox, expliquez-moi. C'est né d'un constat très simple. On avait, pour être assez rapide, on avait créé un outil en 2014 qui s'appelait Savoir, agir, comprendre pour dire non à la haine. On sentait monter les discours de haine en France. C'était une période forcément un petit peu compliquée. Et nos animatrices et nos animateurs jeunesse nous disaient, on sent ces discours-là. Donc on a commencé à travailler un outil. Le rôle du réseau national, de MJC de France, c'est d'outiller ces réseaux régionaux et ces associations locales par rapport à ça. Donc on a créé cet outil qui commençait à aborder à l'époque la fabrication de l'information. Notamment sur les réseaux sociaux. On y montrait par exemple une image où on voyait des jeunes qui menaçaient une voiture de police avec un fusil à pompe dans un quartier populaire. Donc ça faisait un tabac, ça a été repris très fortement par l'extrême droite, etc. En réalité, c'était une série qui était tournée dans un quartier populaire. Donc voilà, déjà à l'époque, on s'intéressait à ces enjeux de fabrication de l'info. Et les animatrices et les animateurs, 5 ans après, en 2019, on rassemble le réseau national pour faire un bilan de cet outil. On a formé 100 000 jeunes. Enfin voilà, c'était un outil assez intéressant. Et ils nous disent aujourd'hui, on est démunis, on est désemparés face à la question du traitement des informations, face à la manière dont les jeunes s'informent aujourd'hui, donc très majoritairement à partir des réseaux sociaux.
sociaux, et on ne sait pas quoi répondre. On manque d'outillage, en gros, pour travailler avec eux ces questions d'information et désinformation. Et comment l'avez-vous conçue, cette application? Vous avez travaillé avec des scientifiques, des journalistes aussi? Alors, on a conçu d'abord un kit pédagogique qui est sous forme d'exposition, de modules, qui s'appelle Desinfox, voilà, qu'on a créé en 2019, 2020. Alors, le Covid nous a fait un petit peu de retard dans le déploiement, mais on l'a inauguré en 2021, qui aujourd'hui circule partout en France et qui vise à développer l'esprit critique. C'est-à-dire non pas à sortir de là en disant cette information-là, elle est vraie, elle est fausse, parce que ça, on n'arrivera jamais à traiter toutes les informations. Puis les journalistes font ça très bien avec tous les sites de débunkage. Enfin, on a beaucoup de... Mais c'est comment est-ce qu'on arrive à travailler son regard, à être sensible, ce qui a été dit précédemment par les intervenantes, à savoir dans quel état émotionnel je suis quand je reçois une information, savoir qui me la transmet, savoir par quel biais. Est-ce que c'est un consensus scientifique? Est-ce que c'est des choses qui ont été, qu'on m'a dit, qu'on m'a raconté, etc. Et donc cet outil a été développé dans ce sens-là. Et donc il tourne maintenant depuis un peu plus d'1 an et demi. Et on s'est dit, ça serait intéressant, au-delà de ce kit qui nécessite l'intervention d'une animatrice, d'un animateur, qui va être déployé dans les écoles, qui va être déployé dans les MJC, comment est-ce qu'on peut faire pour que tout à chacun dispose de ces éléments de réflexion, c'est un peu les gestes qui sauvent face aux infox, voilà, c'est ça, parce dans que sa poche. C'est une méthodologie donc, pour estimer soi-même le niveau de crédibilité de ce qu'on voit. Exactement. Donc c'est vraiment passer par un certain nombre d'étapes. Par exemple, au moment où je reçois cette information, dans quel état émotionnel suis-je? Voilà. On le sait tous, ça marche avec le cinéma, les séries. En fonction de la musique, vous n'allez pas percevoir de la même manière une scène. Voilà. Et non. Pour une infox, c'est pareil. On sait que dans une vidéo, en fonction du fond musical qu'on aura mis, ça induira un certain état émotionnel. Donc on va déjà demander à la personne, mais non, vous nous inscrivez cette info, vous êtes dans quel état, vous? Est-ce que vous êtes plutôt, vous avez peur? Est-ce que vous êtes surpris, etc. On va analyser ça. Ensuite, on va lui proposer de réfléchir à quel est le langage utilisé, quel est le discours de cette infox. Est-ce qu'on va employer de grandes généralités? Est-ce qu'on va faire des généralités abusives? Est-ce qu'on va faire un moment dire des logiques peut-être où on passe un peu vite à la conclusion? Donc on va s'interroger un peu là-dessus. Ensuite, on va regarder la source. Voilà. Alors la source, c'est pas toujours facile de la voir, justement. C'est tout le problème, l'histoire de la source. Là, c'est effectivement une application qui permet de soi-même s'interroger, de soi-même se remettre en question et se poser les bonnes questions. Mais la source, c'est toujours compliqué. Je rappelle juste, pour la Fondation Reboot, il y avait une étude IFOP qui avait été faite, et pour la Fondation Jean Jaurès aussi, réalisée sur une population âgée de 11 à 24 ans, donc dites les jeunes. La proportion de jeunes qui perçoivent positivement la science a chuté de 22% en 50 ans. Quand on voit juste ce chiffre-là, il y en a 1000 autres, les chiffres, vous retrouvez évidemment tous les chiffres sur Internet et sur cette étude IFOP qui est sortie. Lorsqu'on voit que les jeunes, pour 78% à peu près, se focalisent uniquement sur les informations qu'ils retrouvent sur les réseaux sociaux, comment faire pour dire à un moment, sans passer par une logique qui prend 1 heure, d'arriver à trouver la bonne source et de se poser les bonnes questions sur le bon moment? C'est quoi? C'est déjà de se dire, de redonner une échelle aux preuves. On a un module qui s'appelle l'échelle des preuves, à partir de ça, où on travaille en disant, est-ce que c'est un non-dit? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vu? Est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a répété? Est-ce que c'est un expert qui discute d'un sujet qui est celui de l'info qu'on me communique? Mais est-ce que c'est un expert de ce sujet-là? Ou est-ce que c'est un expert, on le sait tous, à un moment on peut faire venir des gens sur des plateaux, parce que des fois ça correspond bien, mais peut-être pas sur leur champ d'expertise. Est-ce que ça fait consensus scientifique? Et donc arriver à se refaire ce petit schéma mental, de se dire, OK, cette info-là, ah oui, elle vient de là, non, c'est mon copain qui m'en a parlé. Voilà. Dernière question, parce qu'il va falloir qu'on rentre, mais juste, si je poursuis dans votre logique, dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fake news ont circulé depuis des années, on est tous vraiment complètement bombardés, et au premier réflexe, on se dit, oh là là, attention, fake news. Comment faire pour que les jeunes se disent à un moment, là, c'est tout simplement vrai, quoi. C'est juste une information qui est tombée, qui sont importantes, parce que finalement, ça fait l'effet inverse aussi. C'est plutôt, je pense on fonctionne plutôt par faisceau d'indices en réalité. C'est-à-dire que est-ce qu'effectivement ça a été relayé par des journalistes dans un journal crédible? Est-ce que c'est quelque chose qui fait consensus scientifique? Est-ce que j'étais pas dans
dans un état émotionnel tel que finalement j'aurais accepté n'importe quoi au moment où je l'ai reçu. Enfin, on le voit là, si on prend la dernière info qui a circulé, qui évoquait vos intervenantes précédentes, avec la fabrication aujourd'hui, l'arrestation de Trump par exemple. Oui. C'est sûr que si déjà j'étais dans un état où cette question-là me parle, je vais forcément être un peu plus sensible. Ok, je l'ai vu ou je l'ai vu sur un réseau social. Qu'en disent les journalistes? Ça nécessite malgré tout un travail personnel. Je pense que ce qu'il faut aujourd'hui arriver à faire, c'est de se dire on a tous besoin de faire cette gymnastique mentale. Parce que nous-mêmes, entre guillemets, vous journalistes, nous citoyens un peu éclairés, on peut être aussi victime d'un Fox. Et oui, malheureusement. Last but not least, Brandon. Non, juste une petite question. J'ai testé l'application, je l'ai installée sur mon téléphone portable. Virginie parlait des fake news. Et j'ai vu sur l'application qu'elle était accessible à partir de 16 ans. Alors qu'on sait que les jeunes de moins de 16 ans qui sont très actifs sur les réseaux sociaux sont beaucoup plus sensibles aux fake news. Là, c'est plus des contraintes de droit, en réalité. On a besoin légitimement de l'autorisation des parents. Et on pouvait mettre une autorisation à partir de 16 ans. Mais l'appli est aussi être là pour aider les éducateurs, pour aider les animatrices et les animateurs, pour aider les parents aussi, qui à un moment qui veulent se refaire ce petit chemin mental de développement de l'esprit critique. Je disais, on ne peut pas autoriser une appli pour les enfants et la mettre comme ça sur le grand public sans qu'il y ait des autorisations parentales. Ça rassure un peu aussi. Ce serait fou d'avoir accès facilement à la pornographie et pas facilement à l'application des Infox quand même. On est bien d'accord. Mais là, il y a des enjeux de droit. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Patrick Chenu d'être venu nous parler donc de cette nouvelle application qu'il faut absolument télécharger, des Infox, DES-1 Fox, INFOX, une application gratuite, je le rappelle, pour sensibiliser et éduquer à la fiabilité des médias. Nous, on est fiables, je vous rassure. Vous pouvez nous écouter quand même. On est ouvert et il n'y a pas de prise de position. Voilà. Merci, directeur général des MJC, Maison des Jeunes et de la Culture. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Cher Brandon, préparez-vous, c'est à vous. Alors aujourd'hui, Brandon, dans votre chronique Vue à l'étranger, vous avez décidé de nous parler de la scolarisation, ou plutôt de l'absence de scolarisation des filles en Afghanistan. Effectivement, il y a quelques jours, c'était la rentrée des classes après une longue coupure hivernale. Les garçons ont bien débuté les cours, mais ni les collégiennes, ni les lycéennes, ni les étudiantes à l'université n'ont retrouvé le chemin de l'enseignement. Pour la deuxième rentrée scolaire consécutive, les filles n'ont pas le droit d'apprendre. Réponse immédiate de l'ancienne première dame des États-Unis, Hillary Clinton. Les filles en Afghanistan devraient retourner à l'école demain. Elle dit ça le 22 mars. La rentrée, c'était le jeudi 23. Mais les talibans ne permettent qu'aux garçons d'être éduqués. Et on voit avec ce hashtag, les Let Afghan Girls Learn, laisser les filles afghanes apprendre aux couleurs du drapeau de l'Afghanistan. Et alors justement, est-ce que les autorités afghanes ont répondu à Hillary Clinton? Réponse en moins de 2 heures de l'administration talibane, avec une réponse assez cinglante. Écoutez, regardez plutôt. Vous avez dépensé 700 millions de dollars dans notre pays pour essayer d'enseigner aux femmes et aux filles qu'il existe 140 genres différents. Il n'est pas étonnant que vous ayez perdu face aux gangsters roux. Gangsters roux, on l'a compris, c'était Donald Trump. Vous avez laissé un énorme gâchis derrière vous en Afghanistan, tout comme votre mari, son mari Bill Clinton, qui était président des États-Unis de 1993 à 2001. Depuis le retour des talibans en août 2021, après le retrait des forces américaines, les dirigeants avaient promis de se montrer un peu plus souples vis-à-vis des droits des femmes dans le pays. En réalité, ils sont revenus à l'interprétation rigoriste de l'islam, comme c'était le cas lors de leur premier passage au pouvoir. Oui, enfin un islam radical, on parle. Au départ, seules les collégiennes et les lycéennes étaient interdites d'école, mais maintenant... Oui, ça c'était avant, puisqu'en décembre dernier, les étudiantes ont à leur tour subi de plein fouet le durcissement du régime fondamentaliste islamiste. Elles sont désormais interdites d'enseignement. Il y a quelques jours, la directrice de l'UNICEF, Catherine Russell, a lancé un appel aux autorités afghanes. Les filles doivent retourner à l'école immédiatement. Cette interdiction constitue une nouvelle et sinistre étape dans l'érosion constante des droits des femmes dans le pays. Et selon les Nations Unies, plus d'1 million de jeunes filles ont été évincées de l'enseignement avec cette nouvelle rentrée scolaire. Et depuis quelques jours, de nombreuses femmes sont descendues dans les rues de Kaboul pour protester contre la répression. On voit sur ces images des talibans au cri de différents slogans. L'éducation est notre droit, l'éducation est notre ligne rouge, une mère instruite, un pays puissant. Manifestation forcément, Virginie, vous l'aurez compris, réprimée rapidement avec des arrestations. La mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan n'a pas tardé à condamner ces arrestations. Les femmes afghanes ont le droit de protester contre les politiques qui réduisent gravement leurs droits humains. Les autorités doivent respecter les libertés fondamentales de tous les Afghans. Et alors justement, Brandon, est-ce que les talibans proposent une alternative d'éducation pour les filles afghanes? Les autorités proposent à ces filles d'étudier
mais à l'école, de façon individuelle, forcément pas de rassemblement avec des professeurs dans la clandestinité. Donc grâce à Internet, on imagine un Internet très contrôlé, mais les talibans, on s'imagine qu'ils sont assez marrants, ils sont assez futés, puisqu'ils n'ont pas besoin d'interdire Internet, s'ils voulaient le faire, car l'Afghanistan est confronté quotidiennement à des coupures de courant, sans parler du coût des ordinateurs exorbitants, et du Wi-Fi dans un pays où 97% de la population vit dans une extrême pauvreté. C'est une manière, en tout cas pour les talibans, de manière générale aux autres pays du monde, mais aussi dans le pays, de dire, vous voyez, on fait un pas en avant, on vous propose des alternatives, vous pouvez quand même étudier. Et selon la société Ookla, qui analyse la performance du réseau Internet dans le monde entier, une société très réputée, l'Afghanistan se situe à la dernière place des meilleurs réseaux Internet, à tel point que certains sur Twitter, certaines filles notamment en clandestinité, ont demandé au directeur général de SpaceX, Elon Musk, d'introduire en Afghanistan son service Internet par satellite, comme il l'a déjà fait très récemment avec l'Iran et l'Ukraine. Alors malgré cette interdiction, justement, il y a certaines personnes qui continuent d'enseigner aux filles, mais justement au péril de leur vie. Au péril de leur vie, oui, effectivement. C'est le cas de Mathieula Wessa. Depuis 2009, il est engagé dans l'éducation des plus pauvres, dans les zones rurales notamment, mais notamment pour les jeunes filles. Il a fondé une ONG qui s'appelle PenPath. Bon, si on traduit, ça fait le chemin du stylo, on imagine le chemin de l'école. Et depuis le retour des fondamentalistes islamistes au pouvoir, on va le voir sur ces images, il a fondé une école mobile itinérante qui parcourt les régions les plus reculées avec pour objectif d'apprendre à compter et à écrire, surtout destiné aux jeunes filles depuis ces dernières semaines. Sous le régime des talibans, en moins de 2 ans, Mathieula Wessa a enseigné à plus de 5000 petites filles. Mais ce qui devait arriver arriva. Avec l'intensification de la répression islamiste cette semaine, Mathieula Wessa a été arrêté hier soir à Kaboul par les renseignements talibans. Il est aujourd'hui en prison. Et sur les réseaux sociaux, hier soir, c'est un tollé général. Le hashtag FreeWessa a même fait son apparition et fait le tour du monde. Un hashtag en top tendance hier soir sur Twitter avec des milliers et des milliers de partages. Et ça continue à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'il y a eu une réaction des talibans là-dessus? Et surtout, est-ce que les talibans m'ont dit un peu plus sur le retour des filles à l'école? Ils ont déjà affirmé que l'interdiction n'était que temporaire. Temporaire, on l'entend, temporaire depuis 553 jours aujourd'hui. Ils ont déclaré que les écoles rouvriront qu'une fois les conditions remplies, avec des exemples comme le remodelage forcément du programme scolaire davantage focalisé sur les préceptes islamistes. Selon les experts de l'ONU, priver les filles d'un accès à l'école coûte à l'Afghanistan 2,5% de son produit intérieur brut chaque année. Les experts ajoutent qu'avec la fermeture des écoles, Virginie, on devrait assister très vite à une recrudescence des mariages forcés, des grossesses précoces et à l'augmentation de la mortalité infantile. L'Afghanistan qui reste aujourd'hui le seul pays au monde où les filles n'ont pas accès à l'école en 2023. Les filles et les femmes, parce que les filles ont grandi, donc les femmes sont concernées aussi. Femmes également. Scolarisation strictement interdite. Mais je rappelle aussi quand même que faute d'accès, ou par obligation familiale ou culturelle, ou tout simplement parce que c'est de la discrimination, ou même des raisons économiques, plus de 130 millions de filles dans le monde sont privées d'éducation. C'est quand même important de le rappeler. Merci beaucoup, Brandon. Allez, on va sourire un peu à nouveau et on va retrouver l'invitée de Malika Ménard dans Sonia Décollier. Cette semaine, elle reçoit Mélanie Page. T'étais quel genre d'élève? Alors, moi, j'étais la planquée, c'est-à-dire, je faisais jamais mes devoirs. Ah bon? Mais ça se voyait tellement pas, ma petite tête de fille qui écoutait, qui posait, enfin, aucun problème. Tête d'ange, ouais. Ouais, voilà, la petite tête d'ange, peut-être un peu faillotte, c'est-à-dire toujours à sourire au prof. J'étais toujours la petite chouchoute. Et donc, en fait, on pensait pas que les problèmes allaient venir de moi. Donc, j'ai fait toute ma scolarité en planqué, genre, j'ai pas vraiment bossé, mais ça se voit pas. Et comme j'écoutais en cours... T'avais des bonnes notes, alors. Voilà, c'est ça le vrai, c'est ce qu'il faut dire aux enfants. Bah non, mais si c'est vous vrai. écoutez C'est une partie en de cours, l'apprentissage. il y a 80% du boulot qui est fait. Et du coup, t'avais des bonnes notes? J'avais des bonnes notes, ouais. Mais en travaillant je pense que j'aurais pu avoir bien mieux si j'avais travaillé, révisé, tout ça. Mais j'avais une espèce de 14 qui passait crème. Bah, c'était bien, alors. Voilà. T'étais pas tant la planquée que ça. Si, parce que j'étais une moyenne haute, quoi. Un truc où j'étais pas dans les meilleurs, ouais. mais je posais jamais aucun souci aux profs. Pas dissipé? Non, peut-être en terminale un peu. Première terminale, ça a commencé un peu à... Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est juste les profs qui sont... C'est quand on est face à un prof qui est un peu moins bon, quoi. Et qu'arrivé à un certain âge...
on est un petit peu plus peut-être cruel, enfin voilà, on laisse moins passer. Et donc, je me souviens de ma prof de philo. En fait, j'attendais la philo. Ma grande sœur m'avait dit, tu verras, la philo, c'est génial. Et j'étais en attente d'un prof génial qui allait m'ouvrir sur des idées, sur le monde. On allait parler et débattre. Et je ne suis pas du tout tombée sur une prof de philo comme ça. Et donc, elle était très théorique, avec les citations, les machins. Et en fait, je me faisais chier, c'est horrible. Et donc, j'écoutais pas. Ah. Et je rigolais, je me faisais virer du cours et tout ça. Mais t'étais pas insolente. Non, mais je l'écoutais pas, parce qu'elle m'intéressait pas. Et j'ai eu au bac 16 sur 20 en philo, Ah oui, donc pas du tout grâce à elle. t'as travaillé de ton côté énormément. Non, c'est horrible à dire, mais non, pas tant que ça. Il faut quand même avoir... Non, mais il faut avoir un peu de théorie quand même. en philo Alors, pour j'avais argumenter. révisé en fait, les grandes lignes, les grands auteurs, vraiment, histoire de me dire... J'ai encore la planquée au bac, j'ai fait la planquée, j'ai fait... Alors, je Toi, pense en fait, que pour tu fais avoir... le minimum. Ouais. Alors, plus maintenant, hein, plus maintenant. À l'école, je faisais ça. Maintenant, au théâtre, je travaille comme une acharnée. Mais à l'époque, je me disais... Voilà, pour avoir une bonne note, je pense qu'il faut avoir quelques citations dans sa besace, les idées des grands mouvements, des grandes idées, et après, c'est nous, c'est notre... Et donc, bon, j'ai eu 16, et j'ai C'est vachement appelé ma prof de philo. J'ai demandé au lycée le numéro et tout ça. Elle Je l'ai était- appelée elle pour était lui pas là quand dire... t'as vu les résultats? Non. Et je l'ai appelée pour lui dire, je dis, madame, je ne sais plus son nom d'ailleurs, je ne le dirai pas après ce que je viens de dire. Et je lui ai dit, j'ai eu 16. Elle a eu tellement les boules parce qu'elle me détestait. Ah bon, à ce point-là? Bah oui, parce que j'avais un peu foutu le wild dans son cours. Donc, et, Ah, ça, c'est une super note en philo. et elle a Difficile dit, de faire plus, en fait. mais vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, eh bien, je pense qu'on vous a noté généreusement. Jusqu'au bout. Et bon, j'ai eu ma petite vengeance. Est-ce que tu avais des frères, des sœurs? J'ai une grande sœur, Beaucoup Ouais. de différences? 7 ans d'écart. Oui, donc pas à l'école en même temps. Quand j'étais en 6e, elle était en terminale dans le même lycée. Et en plus, c'était l'année des manifs de Vaquet, machin, et les grands faisaient la manif. Et je me disais, pourquoi nous, on n'a pas le droit de manifester? T'étais rebelle? Alors, rebelle, non, franchement, non. Pas du tout. Non. Mais l'idée d'aller manifester, je trouvais ça assez cool, quoi. Vous aviez des bonnes relations toutes les deux? Un peu compliqué. Déjà, parce que la grande différence d'âge, et puis on Ouais. est très différentes. Donc, un peu compliqué, ouais. Et t'as gardé des amis, toi, de l'époque? Non, alors non, du collège et du lycée, non. En fait, plutôt du tout début quand j'ai travaillé. 16-17 ans, mais du côté du travail. Les C'est-à-dire premiers tournages, tout T'as ça. commencé à 16 ans? à Ouais, travailler j'ai commencé quand j'étais en première. Donc en parallèle du lycée, alors? Ouais, en parallèle du lycée, exactement. J'ai fait des pubs, un peu de Ah, mais du coup, café-théâtre, la prof de philo, elle te regardait différemment. T'avais un statut à part. Je sais pas, parce que j'étais pas non plus connue, quoi. Mais oui, j'étais un peu celle qui était un peu comédienne, peut-être. Mais bon, c'est un peu couillon de regarder ses élèves comme ça. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Mélanie Page. À demain. Merci Malika, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, cooltv.com pour voir et revoir toutes nos émissions. Merci Brandon d'avoir été avec nous. Merci Virginie. On se retrouve quand? Vous revenez quand? Dans quelques jours, vendredi, je crois. Je crois, j'aime bien le je crois. Aujourd'hui, la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard. Le son, Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, c'est Taï Sayad. Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Très bonne soirée à tous. Ciao.